Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette troisième séance du cours Quelle prospective pour édifier les territoires du monde urbain anthropocène, réalisé dans le cadre de l'école urbaine de Lyon. La précédente séance de ce cours avait deux objectifs. Le premier objectif était de mettre en place les instruments conceptuels que j'allais être amené à utiliser, à détourner sans doute, pour interpréter l'expérience prospective. Ces instruments étaient extraits de la philosophie de Gilles Deleuze et Félix Guattari, telle qu'elle était développée dans leur maître ouvrage Mille plateaux. Bien évidemment, je n'avais pas utilisé l'ensemble des instruments proposés dans cet essai extrêmement riche et au contraire, nous étions plutôt sur une lecture et une extraction extrêmement simpliste qui ne visait pas à faire l'exégèse de ce travail, mais au contraire à utiliser les outils, comme Deleuze d'ailleurs le propose, comme des outils au service d'une réflexion, l'objet de ma réflexion étant ici la prospective territoriale et le monde anthropocène. Reprenons rapidement ce schéma pour nous rafraîchir la mémoire, et sachant qu'il va servir de guide conducteur pour cette séance et pour celles qui suivront. Donc, dans celui-ci, nous retrouvions la notion de chaos qui caractérise la nature, la physis, selon Deleuze, autrement dit, un ensemble de flux qui s'entremêlent, qui s'interpénètrent, qui évoluent sans cesse et sur lequel nous avons finalement peu de prise, nous-mêmes figurant parmi ces différents flux. Ensuite, la notion de milieu. Deleuze et Guattari, en fait, considèrent que cette nature est composée de différentes entités, ces différentes entités étant elles-mêmes des milieux qui sont en situation de frottement, d'hybridation, de transformation permanente. Et puis, nous-mêmes sommes un assemblage, un agencement de milieux entre nos milieux internes, nos membranes, nos organes, l'air que nous respirons, l'environnement physique et social qui est le nôtre. Le troisième et peut-être concept le plus important, en tout cas pour ce que je voulais faire, que j'étais amené à positionner, c'est la notion de rythme. Euh, le rythme me paraissait être un élément intéressant si nous voulions comprendre l'expérience prospective, ou en tout cas tenter de l'interpréter euh, par le rythme qui, je le rappelle, caractérise la manière dont des milieux interagissent ensemble. Euh, Par le rythme, en fait, nous pouvons faire territoire. C'est la fameuse métaphore de la ritournelle, de cet enfant qui chante en avançant sur le chemin. Son avancée, la ligne qu'il trace, indique une direction, une dimension, et en même temps, son chant, par son expression, qui marque sa présence dans cet espace, au milieu de ce chaos, et aussi une manière d'affirmer sa présence, de la rendre significative. Et c'est cette association d'une direction et d'une expression, de l'appropriation d'un espace à travers ces deux modalités d'action, d'intervention, qui, en tout cas pour Deleuze, permettent de faire territoire. Dit autrement, la ritournelle est un rythme que l'on impose au chaos et qui en même temps se traduit par l'élaboration d'agencements. Un territoire est un ensemble d'agencements et se caractérise par un rythme qui lui est propre. Évidemment, la tentation de considérer la prospective comme une sorte de territoire qui a son propre rythme était grande, et c'est aujourd'hui ce point que nous allons commencer par développer. Néanmoins, avant de rentrer dans ce développement, je rappelle aussi que j'avais tenté d'illustrer le rythme, alors non pas à travers des arguments philosophiques sophistiqués, mais au contraire à travers des illustrations, des cas où
je dirais de manière, simple, courante, ordinaire, nous nous saisissons du rythme pour caractériser une expérience. Hem, la première de ces histoires de rythme, que j'ai développées, durant la dernière séance, c'est, justement cet enfant, qui est l'exemple, de Deleuze et Guattari, qui avance sur son chemin et qui, en chantonnant à travers, la ritournelle, hem, produit un rythme, à l'interaction, à l'interface entre les différents milieux dans lequel il s'insère. En faisant territoire, en chantonnant, l'enfant, en même temps, marque un rythme qui lui est propre, et qui se distingue, de l'ensemble des autres éléments qui composent, l'espace, qui composent les différents milieux dans lesquels, il s'insère. Le deuxième exemple peut-être, plus parlant, en tout cas, plus commun, c'est le cas du match de foot et des commentaires qui accompagnent ces matchs de foot. Il n'est pas rare quand une équipe perd ou au contraire gagne, qu'elle, traduise, cette expérience en disant, «Nous étions dans le rythme, nous avons su dominer notre adversaire par le rythme que nous avons imposé à la partie». Et c'est le rythme de l'équipe, du jeu de ballon, d'échange et cetera, qui constitue ou qui peut, donner sens, à un match de foot et aux résultats, qui en découlent. Troisième exemple, changement d'échelle, j'avais, tenté, d'indiquer, d'expliciter que, l'urbanisation mondialisante, chère à Michel Luceau, était, également, un rythme, qui caractérisait ce processus et un rythme que ce processus imposait aux ensembles des autres milieux et entités qui composaient, le monde. Il y a bien un rythme de l'urbanisation mondialisante, que l'on peut d'ailleurs assez bien rapprocher, de ma quatrième histoire qui portait, sur la modernité. La modernité, c'est, un basculement et un rythme qui s'impose dans, tout un ensemble de processus, d'extraction, des ressources, premières, de transformation de ces ressources, d'évolution de la technique, de mobilisation, beaucoup plus efficace des sources d'énergie et de transformation, de consommation. Il y a un rythme moderne, qui est, repris, dans différents, champs académiques d'ailleurs de la littérature, aux études urbaines, à la sociologie, et cetera, voire évidemment à l'anthropologie. Hem, Ma cinquième histoire en fait, reprenait un exemple assez, courant, lorsque l'on parle d'anthropocène. Il s'agissait de la grande accélération. À nouveau, l'entrée dans l'anthropocène, si, cette hypothèse de grande accélération, est admise, c'est un changement de rythme majeur, que les différents, schémas, montraient, les différents indicateurs, utilisés, montraient, parfaitement bien, à travers les émissions de CO2, à travers, l'utilisation des ressources premières, et cetera, et cetera. Je ne reviens pas sur ce point qui a déjà été vu et puis enfin, la sixième histoire de rythme, c'était le Covid ou comment, un virus parvient, à imposer son propre rythme au monde et difficile de dire que, nous n'avons pas vécu un changement de rythme majeur à cause, de cette petite entité, qui, partant de Chine, a complètement, envahi et occupé, la planète et ceux parmi les humains qui y habitent. C'était 6 histoires de rythme, mais c'était aussi, 6 histoires, qui devaient, servir de préambule, à une autre histoire de rythme et celle qui m'intéresse plus particulièrement, le rythme de la prospective. À quelle question, va-t-on chercher à répondre? On pourrait la formuler de cette, manière, simple. Est-ce que, l'expérience prospective, correspond à un rythme? Est-ce que la prospective impose son rythme, au territoire, aux personnes, aux entités, avec lesquelles elle est amenée à traiter? C'est en tout cas, comme cela que, je souhaite formuler cette question qui va, heu,
rythmer, c'est le cas de le dire, cette deuxième séance. Et pour tenter de répondre à cette question, tenter de tester cette hypothèse, je vais adopter 4 angles, 4 perspectives. La première consistera à revenir à l'origine de la prospective et à se demander si, dans la manière dont Gaston Berger, à travers son intention philosophique, a tenu compte du rythme ou a réfléchi en termes de rythme. On sait que Gaston Berger, dans les années 50, était très sensible, très influencé par la phénoménologie, que la phénoménologie elle-même marquait pour le temps un intérêt important, et nous verrons à travers quelques extraits de textes du philosophe la manière dont le rythme prend place dans sa pensée, ou en tout cas la manière dont sa pensée permet de nous donner une idée de la place que pourrait prendre le rythme, occuper le rythme dans la prospective. Le deuxième axe ou angle sera beaucoup plus concret, en tout cas relèvera plus de l'interprétation d'une expérience directe de la prospective territoriale, lorsque l'on est en immersion dans un espace d'enquête. En l'occurrence, je repartirai de l'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon que j'ai commencé à traiter lors de la séance précédente et qui constituera le fil expérimental de ces séances, en me demandant tout simplement, en tant qu'enquêteur, quand j'arrive dans un territoire, que je m'immerge dans ce territoire, qu'est-ce que je peux dire en termes de rythme, ou qu'est-ce que l'utilisation du concept de rythme peut me dire de cette immersion. Enfin, la troisième perspective, ce sera un cas concret d'ateliers de prospective territoriale, qui sont des outils que l'on mobilise très régulièrement dans les dispositifs de réflexion de ce type. Et à nouveau, nous nous demanderons, ou en tout cas je vous proposerai une interprétation d'un atelier de prospective en vous parlant du rythme que cet atelier semble imposer aux participants, à la manière de réfléchir, à la manière dont sont conduits les débats. Et puis enfin, dernière perspective, qui sans doute n'épuise pas le sujet, mais qui permet de discerner, d'essayer de comprendre la prospective et l'expérience prospective en termes de rythme, c'est la méthode elle-même. Est-ce que la méthode prospective peut se traiter, s'interpréter en termes d'un rythme particulier de réflexion, de débat, de construction d'action, de déploiement qui lui serait propre et qui la caractériserait? Première perspective, donc, Gaston Berger. Pour entrer dans la philosophie de Gaston Berger, je vais vous proposer, comme nous l'avons fait avec les textes de Deleuze en première durant la précédente séance, je vais vous proposer la lecture de 4 textes ou de 4 extraits de textes qui sont des textes importants dans l'œuvre de Gaston Berger. Je le rappelle, Gaston Berger, lorsqu'il a eu cette intention philosophique de créer la prospective, souhaitait produire une œuvre complète qu'il n'a pas eu le temps de créer, étant mort prématurément. Donc pour comprendre sa philosophie ou son intention philosophique, nous devons nous contenter de textes courts dans lesquels il met en place certains concepts, certaines idées qui auraient évidemment nécessité de plus ample développement. Ce premier texte auquel nous allons nous intéresser est extrait d'un article donc, qui s'appelle « L'accélération de l'histoire et ses conséquences » et qui date de 1957. Dans ce texte, Gaston Berger traite explicitement de l'accélération du temps. Nous vivons dans un monde qui change vite et surtout qui change de plus en plus vite. Ce n'est pas le temps qui précipite sa course, ce qui n'aurait guère de signification, c'est le contenu du temps qui devient de plus en plus dense. Dans une même période de temps, nous voyons s'opérer des transformations de plus en plus nombreuses et aussi de plus en plus profondes. L'accélération de l'histoire n'est pas cependant un phénomène nouveau. Si nous considérons par exemple l'accroissement démographique, nous voyons qu'en un siècle, de 1850 à 1950, la population mondiale a doublé, passons de 1,2 million
1 milliard, pardon, 200 millions d'êtres humains à 2 milliards 400 millions d'êtres humains. Mais cet accroissement considérable suit exactement la loi qui traduisait les augmentations antérieures. De 1650 à nos jours, la courbe qui représente le phénomène montre qu'il est remarquablement régulier et que l'accélération était constante. Bien mieux, comme l'a remarqué M. François Meyer, l'extrapolation vers le passé donne, pour les temps préhistoriques, des populations conformes aux évolutions des préhistoriens. L'impression que nous avons parfois aujourd'hui d'une accélération explosive n'est donc qu'en partie justifiée. Cette accélération du devenir humain n'est pas d'ailleurs un phénomène isolé qui se produirait seulement dans un ou deux domaines particuliers. Elle est tout à fait générale et se retrouve même, au-delà du temps de l'histoire, dans l'évolution des espèces. Mais ce sont peut-être les transformations de nos techniques qui la mettent en évidence de la manière la plus manifeste. Les courbes qui traduisent l'accroissement des vitesses de nos déplacements, comme celles qui expriment l'augmentation de la puissance motrice dont nous disposons, ont la même allure, et leur pente se relève constamment. On s'est interrogé sur l'interprétation qu'on pouvait donner de ce phénomène. Je ne poserai pas ici ce problème passionnant, mais difficile. Je veux seulement constater le fait. Si l'accélération est générale et si elle est constante, que s'est-il produit d'original à notre époque? Simplement que le phénomène est maintenant à l'échelle humaine, il est devenu immédiatement perceptible. Il existait autrefois à l'échelle cosmique ou à l'échelle historique. Voici qu'il se produit sous nos yeux. Ce n'est plus une théorie ou un concept, ce n'est même plus un élément objectif dont le seul savant aurait à tenir compte. C'est un fait banal de notre expérience quotidienne. Un homme qui a aujourd'hui une soixantaine d'années a vécu dans 3 mondes différents. Loin d'être inconsciente, les transformations nous harcèlent et nous posent 1000 problèmes. Cependant, si l'accélération est devenue un fait d'expérience, elle n'est pas encore le plus souvent un objet de pensée. Nous la subissons sans y croire. Le monde que nous sentons et dans lequel nous vivons ne correspond plus en effet au monde de nos opinions et de nos habitudes. Le devenir est en avance sur nos idées. Bien des gens croient ou affectent de croire qu'il s'agit d'une crise, c'est-à-dire d'un phénomène temporaire et en somme anormal, et qu'il suffit d'attendre avec patience que revienne la stabilité. Alors ce texte de Gaston Berger qui date de 1957 est évidemment tout à fait captivant, d'une part parce qu'il reprend finalement un thème qu'aujourd'hui, par l'Anthropocène, nous mettons en avant, qui est cette grande accélération des années 50-60, sauf qu'évidemment, nous le voyons avec un demi-siècle de recul, et que Gaston Berger, lorsqu'il décrit cette accélération, est en plein dans celle-ci. C'est-à-dire qu'il est à la fois l'acteur et le témoin de cette grande accélération qui va caractériser ensuite, plus tardivement, l'entrée dans l'Anthropocène. Donc, il est toujours dangereux de sortir un texte de son contexte, du moment historique qu'il a vu naître, mais force est de reconnaître que cette intuition dont Gaston Berger nous fait part, de cette accélération du temps fortement marquée à partir des années 50, portée par différentes évolutions qui vont du cosmique à la technique, est assez interpellante. Et cette mise en scène de l'accélération est pour Berger une occasion de mettre en avant aussi et avant tout l'écart qui existe entre nos savoirs, nos capacités à prendre en compte cette accélération et nos habitudes de pensée qui s'avèrent tout à fait inadaptées. Donc dans l'intention philosophique de Gaston Berger, dans la création de la prospective, il y a cette idée qu'un changement de rythme, historique, technique, humain, naturel, nous oblige à inventer une nouvelle méthode, une nouvelle manière d'appréhender notre environnement, d'appréhender le monde, pour tenter de tenir compte de cette accélération. D'un certain point de vue, voyons bien que l'accélération qui traduit un changement de rythme et un écart de rythme entre ce qui se passe et la manière dont on le perçoit et l'analyse est tout à fait consubstantielle de la prospective. Il nous donne déjà une première idée de la manière dont le rythme prend sens dans cette approche. Le deuxième texte que j'ai intitulé Le calme prospective, c'est évidemment un titre qui m'est dû, est extrait toujours du même article, L'accélération de l'histoire et ses conséquences, donc Gaston Berger, 1957.
Cet homme que nous voulons former, quelle vertu lui donnerons-nous, pardon. Je ne songe pas un instant, comprenez-moi bien, à des cours de morale ou même à des exhortations par lesquelles l'enfant serait encouragé ou remis dans le droit chemin. Tout cela est généralement mal supporté et parfaitement inefficace. Mais je crois que l'on peut, à propos de tous les enseignements et de tous les exercices, donner progressivement à l'enfant une certaine attitude intérieure qui serait, pour la lutte qu'il doit affronter, l'arme la plus précieuse. Le premier élément de cette attitude, la première de ses vertus, c'est le calme. Plus les choses vont vite, plus les gens ont tendance à s'affoler, plus il faut rester calme. Ce n'est pas seulement une question d'élégance, c'est une question de vie ou de mort. Quand on conduit des machines rapides ou que l'on met en jeu de grandes énergies, il importe de rester maître de soi. Les pilotes d'essai doivent avoir des réflexes rapides mais peu de nerfs. Dans le monde agité et dangereux qui est le nôtre, il faut que nous ayons des enfants calmes. Vous me direz que je commence par soulever la difficulté la plus grande. Mais il importe que nous soyons pénétrés, nous parents et nous éducateurs, du devoir que nous avons d'aider nos enfants à rester calmes. Deuxième indication donc sur le rythme prospective ou le rythme de l'expérience prospective. En même temps que Gaston Berger justifie l'invention de la prospective en tant que méthode d'analyse de la réalité qui est la nôtre, et qui se caractérise par une grande accélération. Il caractérise également ce que l'on pourrait appeler l'attitude prospective, nous y viendrons un peu plus tard, parce que c'est un terme qu'il utilise, en mettant en avant que la prospective consiste avant tout à garder son calme. Qu'est-ce que ça signifie ici, garder son calme? Ça veut dire ne plus être pris par le cours des événements, par leur accélération, ne plus être victime de ce rythme endiablé qui nous emporte et qui nous empêche finalement de comprendre ou de véritablement agir et donc de garder une liberté par rapport à ce qui se produit. C'est au contraire d'affirmer cette posture de calme, de recul, de mise à distance de la réalité pour l'interpréter, pour reprendre la mesure de celle-ci. Deuxième donc proposition que l'on pourrait faire, c'est que la prospective naît de la volonté de mieux maîtriser, de mieux appréhender l'accélération du temps du monde en instaurant un moment de calme, de répit, de mise à distance qui va permettre de mener sereinement une réflexion visant à la fois à le comprendre, à l'appréhender et peut-être à le transformer. Le troisième extrait issu de l'œuvre de Gaston Berger que j'aimerais lire et analyser avec vous vient cette fois d'un texte connu qui s'appelle L'attitude prospective et qui a été écrit 2 ans après, en 1959. Je l'ai intitulé « L'écoute du lointain et des profondeurs ». L'attitude prospective ne nous tourne pas seulement vers l'avenir. Il faut ajouter qu'elle nous fait regarder au loin. À une époque où les causes engendrent leurs effets à une vitesse qui ne cesse de croître, il n'est plus possible de considérer simplement les résultats immédiats des actions en cours. Notre civilisation est comparable à une voiture qui roule de plus en plus vite, sur une route inconnue lorsque la nuit est tombée. Il faut que ces phares portent de plus en plus loin si l'on veut éviter la catastrophe. La prospective est ainsi essentiellement l'étude de l'avenir lointain. Mis dans un monde en accélération, l'habitude voit son domaine légitime se restreindre singulièrement. Le précédent n'est valable que là où tout se répète. L'analogie ne se justifie que dans un univers stable où les causes profondes se trouvent engagées dans des formes extérieures aisément reconnaissables. Quand les transformations sont négligeables ou très progressives, les mêmes ensembles complexes se maintiennent longtemps et les surprises ne sont pas trop à craindre. Mais quand tout change vite, les ensembles se désagrègent. Quant à l'extrapolation, elle se contente de prolonger la tendance actuelle qui n'est que la résultante des causes profondes. Croire que tout va continuer sans s'être assuré que ces mêmes causes continueront à agir est un acte de foi gratuit. Donc dans ce texte, après avoir souligné l'importance de l'accélération pour caractériser le monde des années 50, après avoir mis en évidence le fait que la prospective qui doit prendre en charge, qui doit être une méthode qui nous permet de comprendre cette accélération, cette méthode qui passe par une forme de retrait, de mise à distance,
l'acquisition d'une sérénité et d'un calme qui permet de regarder convenablement avec l'attitude adéquate ces transformations qui l'accélèrent, en vient maintenant à être précisé avec plusieurs éléments que dit Gaston Berger, mais le plus important et finalement qui donne son sens, ou en tout cas ce que l'on en retient souvent à la prospective, à savoir qu'il est nécessaire de diriger son regard, d'orienter ses analyses vers l'avenir. Gaston Berger met en avant plusieurs éléments pour justifier cela. C'est aussi une image qui est relativement connue dans son œuvre, qui est l'image de la voiture. C'est sans doute pas une comparaison que l'on ferait aujourd'hui, mais dans les années 50, au moment où l'automobile se répand et devient un outil de consommation important, qui aussi évidemment offre une liberté et une capacité spatiale extrêmement forte. Ce n'est pas très étonnant que Gaston Berger prenne cet exemple. Toujours est-il que la voiture est ici mobilisée, non pas pour ce qu'elle apporte directement, mais à titre de comparaison, il nous dit plus on roule vite, plus les phares doivent éclairer loin, parce qu'il est nécessaire d'anticiper les obstacles qui pourraient survenir. Et plus la vitesse s'accroît, plus les obstacles peuvent arriver vite. Donc d'où la nécessité de voir de plus en plus loin. C'est donc la deuxième caractéristique de la prospective et du rythme qui pourrait être le sien. D'une part, prendre ses distances par rapport à l'accélération pour mieux l'observer, et enfin adopter une attitude qui nous oblige non pas à regarder le présent, à regarder l'action en train de se faire, mais au contraire, en cherchant à anticiper ce vers quoi cette action nous conduit. Voilà les deux caractéristiques que l'on peut discerner dans ces textes sur l'attitude prospective, avec toujours ce souci de Gaston Berger de souligner combien nos méthodes de pensée sont inadaptées à cette inadéquation. La justification de la prospective, c'est cette inadéquation, et on peut très clairement 50 ans, 60 ans après se demander si le constat ne vaut pas toujours. Le quatrième et dernier texte dont j'aimerais vous faire part, que j'ai intitulé l'anthropologie prospective, en fait, met en avant la volonté qu'avait Gaston Berger de constituer une nouvelle discipline et de préciser la nature de cette discipline. Bon, c'est un texte qui me paraît intéressant dans la mesure où il parle peut-être moins du rythme qu'il ne précise ce que, de son point de vue, aurait dû être la prospective. Il est un domaine dans lequel la prévision, au sens spécial où nous l'envisageons ici, est particulièrement indispensable. C'est celui des conditions générales dans lesquelles se trouvera placé l'homme, d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années. Les philosophes parlent souvent aujourd'hui d'anthropologie pour désigner non l'étude d'une nature humaine, constante dans ses traits essentiels et variable dans ses modes, mais celle des situations dans lesquelles l'homme peut se trouver ou se trouve effectivement engagé et qui fournissent les données des problèmes qu'il doit résoudre. Si nous appliquons à une telle entreprise les remarques qui précèdent, l'idée s'impose d'une anthropologie prospective, appliquée à déterminer assez tôt pour qu'on puisse en tenir compte les traits et les caractères des situations dans lesquelles nous allons sans doute être placés. Négliger de consacrer à une telle recherche nos efforts les plus soutenus et notre attention la plus éveillée nous condamnerait à marcher à l'aveuglette et à procéder par essai et erreur dans un domaine où nous saurions pourtant nous contenter de tâtonnements. Tout va trop vite pour que nous ayons le temps de tout essayer, et certaines décisions sont trop lourdes de conséquences pour que nous puissions prendre le risque d'en faire l'expérience. Il y a là donc précisé dans ce texte quelle est l'intention philosophique de Gaston Berger, qui n'est pas d'inventer simplement une méthode d'analyse, qui n'est pas, comme nous le verrons ultérieurement, de mettre en place une ingénierie territoriale qui permettrait aux collectivités, aux collectifs,
de réfléchir aux enjeux de long terme qui engagent l'avenir de leur territoire ou de leurs espaces de cohabitation, mais bien plus que cela, il s'agissait de se doter d'une approche qui, tout en adoptant une attitude de calme vis-à-vis de cette accélération du temps, tout en réfléchissant au long terme, tout en réfléchissant aux transformations profondes qui caractérisent la société, qui caractérisent le monde, de comprendre ces transformations et d'adapter nos actions, nos décisions à celles-ci. Nous ne sommes pas là simplement dans, je le répète, une ingénierie ou de l'aide à la décision, mais pour Gaston Berger, il s'agit véritablement de produire une nouvelle anthropologie. Il me semble aujourd'hui que les travaux de prospective ont quelque peu délaissé cette intention et il faudra plus tard dans le cours des séances se demander si l'entrée dans l'anthropocène telle que nous la constatons ne nous oblige pas à véritablement relancer l'intention de Gaston Berger et à penser de nos exercices de prospective territoriale comme de véritables terrains, expérimentation de nature anthropologique, ou en tout cas s'intégrant dans le champ scientifique de l'anthropologie. Mais c'est un sujet que nous aborderons ultérieurement. Retenons donc simplement par rapport à cette intention philosophique et à la notion de rythme que l'on pourrait, à travers ces textes, considérer que la prospective territoriale ou la prospective d'une manière générale est bien à la fois la prise en compte d'un changement de rythme du monde, d'une accélération que Gaston Berger identifie et que aujourd'hui les études anthropocènes confirment, que la prospective territoriale est l'adoption d'un rythme propre à celle-ci qui consiste à mettre à distance cette accélération et à l'interroger en tenant compte de tout ce qui la constitue et de ses raisons les plus profondes, les plus structurantes, les plus durable, si j'ose dire. Et puis enfin, troisième élément de ce rythme, c'est d'adapter nos modes de savoir, nos modes de perception à ces transformations. On est donc là face à trois caractéristiques qui me semblent intéressantes du rythme qui doit être celui de la prospective ou qui est celui de la prospective. Prise en compte de l'accélération, mise à distance et calme pour mieux le comprendre, et interrogation de tous les motifs les plus profonds qui travaillent ces évolutions et qui imposent de prendre en compte le temps long et pas simplement ce que l'on constate dans les situations au présent. La deuxième perspective que je souhaitais adopter pour aborder cette question du rythme dans la prospective ou dans l'expérience prospective. D'ailleurs, si en parlant de Gaston Berger et en analysant quelques-uns de ses textes, nous étions plutôt justement dans la prospective et le rythme, dans cette deuxième perspective, nous sommes bien plutôt dans une interpellation du rythme tel qu'il caractérise l'expérience prospective concrète en situation. Et pour aborder donc cette perspective, je vous propose de retourner, comme nous l'avions fait dans la séance précédente, de retourner donc à Saint-Pierre-et-Miquelon en nous interrogeant sur, c'est valable pour Saint-Pierre-et-Miquelon, mais ce serait valable pour un autre territoire, lorsque nous arrivons dans un territoire pour mettre en place un dispositif de prospective territoriale, élaborer un protocole qui permet de réfléchir avec les acteurs des territoires aux enjeux qui engagent leur avenir. Que fait-on? Que fait-on en termes de rythme? Il me semble qu'il y a là quelque chose d'intéressant à sonder et qui peut-être n'est pas complètement lié à la prospective, ou plus exactement qui ne concerne pas que la prospective. On pourrait considérer que tout travail de terrain, toute approche en sciences sociales qui passe par du terrain, passe par un moment d'immersion
qui a sa traduction en termes de rythme, et c'est cela qui m'intéresse ici. Avant d'aborder cette question, je vais vous proposer simplement de peut-être un peu mieux connaître ce territoire et connaître le travail que j'ai pu réaliser sur place à travers un des livrables qui a été produit, qui est un court film qui mettra dans l'ambiance, dans l'atmosphère du territoire. À Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Anthropocène n'est pas qu'une hypothèse scientifique sur l'évolution géologique de la planète. C'est une expérience concrète que l'on peut faire en observant les paysages, en écoutant les habitants. Une expérience sensible et culturelle, esthétique, qui renvoie à une nouvelle forme d'exotisme. Pas de palmiers, pas de paysages tropicaux, pas de peuples et cultures autochtones dans l'archipel. Pas une icône de l'exotisme promue par l'acculturation coloniale puis touristique de la planète. Au contraire même, puisque ce sont les strass de la modernité qui imprègnent l'atmosphère. Le territoire est saturé des promesses modernes d'abondance et de liberté. Elles ont attiré des pêcheurs basques, bretons, normands, des Duromal qui ont réussi à s'installer et à prospérer dans cet environnement austère. Les friches portuaires exposent aujourd'hui les dérives de ce projet moderne. Le moratoire de 1992 a non seulement signé la chute de la grande pêche, mais ajouté à l'écocide marin un traumatisme économique, social et culturel toujours à vif. Prochaine étape de ce cheminement, le changement climatique et sa cohorte de tempêtes, plus violentes encore que d'ordinaire, de rivages érodés, d'isthmes rompus et d'espaces de vie submergés, d'exil peut-être. À l'ouest, le Canada et le golfe du Saint-Laurent. Au nord, Terre-Neuve, puis la mer du Labrador et le Groenland. Paysages de mornes pentus et pierreux, de plaines humides jalonnées d'étangs et de tourbières, de landes sèches et de forêts boréales éthiques, de dunes et de tombeaux, de plages rocailleuses. Océan à perte de vue et ciel insondable, du moins quand le climat subarctique est d'humeur clémente et n'oblige pas à s'abriter pour échapper au vent, au froid, au brouillard, aux trompes d'eau et aux averses de neige, à ces intempéries qui conditionnent toujours la vie des 6000 résidents. L'exotisme de l'archipel ne renvoie pas à la diversité imaginaire des contrées sauvages et hospitalières, des paradis extérieurs à la modernité. L'englobement de la planète et son urbanisation généralisée ont de fait épuisé cette possibilité. L'exotisme anthropocène s'inscrit dans une autre expérience esthétique de la diversité, une diversité prospective qui émerge des ruines de la modernité, que l'on devine dans les fissures de ses constructions. Une tectonique autant géologique qu'anthropologique, puisque c'est à l'édification d'un nouveau monde, d'une nouvelle manière d'habiter la Terre que l'homme est convié, si le temps le permet, comme l'on dit à Saint-Pierre-et-Miquelon avec plus de prégnance que jamais. 3 minutes donc de film pour se mettre dans l'atmosphère et dans l'ambiance de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il me semble que visionner ce court-métrage, ce film photographique, permet de prendre en compte trois approches du rythme, ou en tout cas de l'expérience prospective saisie à travers son rythme. La première d'entre elles, et qui, comme je le disais, ne me semble pas caractériser que la prospective territoriale, mais finalement tout travail d'immersion dans un territoire, quel que soit le champ des sciences sociales dans lequel on s'inscrit, consiste justement à prendre de la distance, à garder son calme comme Gaston Berger, et à observer tout ce qui se passe, ces transformations, ces évolutions, ces situations, et à les analyser finalement en les objectivant, en les mettant à distance, de manière à adopter finalement une posture très scientifique qui consiste à poser son objet et à l'analyser avec le plus de froideur possible. Froideur, mais néanmoins une attention, un souci du détail, un souci de la compréhension, un souci de la justesse qui fondent ce genre de démarche. Donc première interprétation, première lecture de cette vidéo,
c'est un travail d'observation et de description d'une réalité à distance qui permet de comprendre cette réalité, de comprendre ses transformations, de comprendre ce qui la caractérise. Une deuxième approche qui est peut-être moins scientifique, ou en tout cas qui s'inscrit moins dans les canons scientifiques habituels, pourrait consister aussi à se dire que l'immersion dans un territoire et la mise en place d'un dispositif et d'un protocole de réflexion prospective, ça consiste à s'immerger non pas à travers une mise à distance, mais au contraire à travers une forme de sympathie avec le territoire, avec ses habitants, une forme de résonance, autrement dit, à chercher cette fois, non pas à observer le rythme de ce territoire avec le plus d'objectivité possible, mais au contraire à s'immerger au sens à rentrer dans le rythme de ce territoire pour non seulement le comprendre intellectuellement, mais aussi le ressentir physiquement, émotionnellement. De manière sensible. C'est tout l'intérêt des démarches qui ne sont pas simplement des démarches intellectuelles, mais qui sont des démarches sensibles, et qui consistent à accepter cette résonance, cette sympathie avec le territoire. À nouveau, si on interprète cette expérience en termes de rythme, il s'agit non plus d'observer un rythme extérieur à soi et caractéristique d'un espace donné, mais au contraire de vivre ce rythme et de faire sien le rythme de territoire en éprouvant ce qui le caractérise. Donc, autre approche du rythme, évidemment, un autre régime d'attention, un autre régime de savoir dont il est ici question, et qu'en l'occurrence, l'exercice mené à Saint-Pierre-et-Miquelon a très fortement mobilisé. Voilà pour cette deuxième notion du rythme. Et puis, il me semble que troisième dimension du rythme que l'on perçoit dans cette vidéo de fin de mission, c'est le souci d'analyser et d'interpréter le territoire, non pas simplement à travers son présent, à travers les faits que l'on peut saisir de manière très, très concrète dans sa vie de tous les jours, mais au contraire en mettant en avant les transformations profondes qui le caractérisent. Il me semble qu'on retrouve là une autre dimension dont Gaston Berger nous faisait part dans son intention philosophique, qui est en fait d'adopter une autre grille de lecture, un autre regard sur le territoire, en cherchant avant tout à mettre en avant les processus de transformation profondes qui vont avoir une incidence sur son avenir lointain. C'est tout l'enjeu et la caractéristique de la prospective que de soucier de ces phénomènes, de ces processus de transformation, de ces enjeux qui engagent l'avenir du territoire et qui, à nouveau, constituent une invitation à regarder cette réalité autrement, à adopter un rythme à nouveau qui peut-être est différent. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est la nôtre et dont je pense que cette vidéo rend bien compte. Au-delà de ce film photographique, la mission, l'enquête réalisée à Saint-Pierre-et-Miquelon a donné d'autres livrables finaux, un ouvrage intitulé Si le temps le permet. Donc vous voyez la couverture à l'écran, et dans cet ouvrage figure une postface de Michel Lusseau dont j'aimerais vous citer un extrait parce que il me semble elle permet d'aller un peu plus loin dans cette lecture de l'immersion et dans ce lien qui me semble tout à fait intéressant à fouiller entre immersion et adoption d'un rythme. Donc, je lis Michel Lusseau. La recherche géographique est à la fois une question d'allure, c'est-à-dire de régime et de rythme de marche, qui conditionne une manière de sillonner un espace, de le regarder et le ressentir, et d'assiette, qu'il faut entendre au sens de façon d'être placé, qui consiste à refuser le surplomb, la position de Dieu voyeur, si bien décrite et critiquée par Michel de Certeau, pour préférer l'aplomb avec les choses, le maintien à leur niveau, au ras de ce sol qui est l'horizon de toute pratique habitante. Appréhender une contrée de manière compréhensive est d'abord une question d'attention, de précaution, de soin, de tact.
tout l'opposé des conquêtes à la hussarde, appuyées sur des datas, des procédures standards et des cartes normatives avec lesquelles l'ingénierie de l'aménagement est si familière. Une telle attention au monde habité, à ce monde vulnérable que nous avons tous en partage et qui est d'ores et déjà entré dans l'Anthropocène, ne peut rien avoir de commun avec l'inattention aux choses, aux vivants et aux individus, qui procèdent de l'hubris du système extractiviste qui a façonné l'écoumène, c'est le mot de la géographie pour désigner l'espace de vie terrestre de l'espèce humaine, fondé sur la puissance technologique et l'obsession de la croissance continue, qui nécessite la mise en coupe réglée de tout et qui transforme tout, nous y compris, en support de fonctions et de services. Ce texte de Michel Lusso mentionne explicitement le rythme et finalement décrit le rythme que l'on doit adopter lorsqu'on est en immersion dans un territoire pour mener une approche géographique, une approche prospective, avec, il faut le noter, une réflexion qui est sans doute beaucoup plus juste et moins caricaturale que la présentation que je faisais, la lecture que je faisais de cette vidéo. L'opposition d'une part entre ce qui consisterait à avoir une position surplombante, objectivante et caractéristique d'une certaine manière de constituer des savoirs scientifiques, et une deuxième approche plus intensive, plus compréhensive, qui consiste à se mettre au niveau de son objet et finalement, en reprenant les termes que j'ai utilisés précédemment, à entrer en sympathie avec celui-ci, en résonance. Michel Lusso, en citant de Certeau, en fait, souligne les risques, les dangers, l'artificialité de ce premier mode objectivant et à distance, en mettant au contraire en avant la nécessité, non pas du regard surplombant, mais du regard à plat, horizontal, pour saisir son objet, et sans doute beaucoup moins opposé que je ne l'ai fait dans ma lecture, la nécessité d'une forme d'objectivation qui permet de saisir cet objet et de le comprendre, et en même temps Bergson parlerait d'intuition, en tout cas une proximité avec cet objet qui permet non simplement de le considérer comme une chose, mais au contraire de le saisir avec toute sa complexité, à la fois en mobilisant l'intelligence, l'entendement, la raison, mais également la sensibilité. Et je pense que ces points sont tout à fait intéressants à noter et caractérisent bien le rythme que l'expérience prospective, à travers une immersion dans un territoire, se doit de prendre. La deuxième perspective pour tenter de comprendre l'expérience prospective à travers le rythme que je vous proposais d'adopter visait à considérer ces moments à la fois courants et particuliers dans les exercices de prospective territoriale que l'on nomme atelier. C'est quoi un atelier? C'est un moment où l'on va réunir le public concerné par un problème prospectif, et qu'on veut le mettre en situation de réflexion collective, de production, avec des méthodes d'animation qui sont plus ou moins propres à la prospective, mais en tout cas qui permettent à ces participants de produire une réflexion en adoptant l'attitude prospective. Alors pourquoi je mets en avant cet atelier, au-delà du fait que ça joue un rôle important dans les protocoles, je le mets en avant en me rappelant des remarques formulées par des participants assez régulièrement à l'issue de ces ateliers. D'ailleurs, pour précision, la photo qui s'affiche pour illustrer l'atelier n'est pas une photographie de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je n'ai pas pris d'image des ateliers réalisés sur place. C'est une image d'un atelier mené dans le cadre d'un autre dispositif à Rive-de-Gier, un dispositif expérimental avec l'école urbaine de Lyon. Et la scène qui apparaît, en fait, est un moment de réflexion collective. Alors pourquoi je vous montre cette photo? Elle me paraît
elle me paraît intéressante de deux points de vue. D'une part, de par la distribution des acteurs en cercle, où on retrouve bien cette notion d'horizontalité et de non-hiérarchie, évoqué tout à l'heure par le texte de Michel Lusseau, d'être au niveau d'eux, en proximité d'eux, dans une logique d'échange égalitaire. Et puis en même temps, j'aime bien par son aspect plus métaphorique, il est assez rare de mener des ateliers de prospective en plein air. Là, c'était le cas. Et donc, il simule, montre, symbolise en fait la manière dont un atelier de prospective se joue en immersion dans le territoire. Et cette photo, de ce point de vue-là, m'intéresse et m'amuse même. Mais je reviens à cette question de l'atelier et à la manière dont se déroule un atelier de prospective. Une fois que tout le monde est réuni, attablé, bien installé, que les présentations sont faites, un atelier de prospective, en général, adopte une procédure assez calée, assez répétitive, qui consiste à préciser les règles du jeu de cet atelier, autrement dit, les modalités de réflexion que l'on va appliquer. Et parmi ces modalités figurent celles que je vais mentionner. La première consiste à dire que toute parole autour de la table vaut et que nous sommes dans une logique d'égalité, d'égalité d'expertise, d'égalité dans la possibilité de prendre la parole. Donc à nouveau, il me semble que ça témoigne bien d'un mode de rythme déjà qui rompt avec le rythme ordinaire où les hiérarchies, les rapports de force, de pouvoir jouent un rôle important. C'est donc là une forme de rythme caractéristique de cet atelier, de cette modalité de réflexion que l'on va retrouver en prospective. À nouveau, on est dans un plan d'immanence, pour reprendre un terme de Gilles Deleuze, où chaque entité a la capacité de s'exprimer je dirais, à égalité les uns des autres. La deuxième chose, c'est que dans un atelier de prospective, on va poser des questions et faire circuler la parole à tour de rôle, en laissant à chacun la possibilité de s'exprimer comme il le veut. Il y a un côté maïeutique dans ces ateliers, puisque au-delà de la gêne souvent ressentie au départ, où les gens se regardent et hésitent à prendre la parole, à s'exprimer, petit à petit, le rythme collectif permet aux uns et aux autres de beaucoup plus se lancer, de beaucoup plus s'exprimer et d'accepter finalement de penser à leur territoire, d'analyser ce territoire avec ce prisme du futur, et d'aborder finalement des thèmes qui ne figurent pas dans les conversations courantes, tout simplement parce que le rythme du présent crée une opacité, ne permet pas de réfléchir à l'avenir comme on le fait, comme on le provoque dans ces ateliers. Il y a donc là un deuxième rythme. C'est pas très surprenant, on retrouve les idées de Gaston Berger. D'une part, la mise à distance du fonctionnement courant, quotidien, du rythme de la vie de tous les jours, du rythme de travail, de la vie familiale, de l'ensemble des obligations qui s'imposent à nous, avec la mise en scène d'un mode de réflexion qui permet de prendre du recul et en même temps de s'interroger de manière beaucoup plus profonde, c'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais en tout cas d'interroger les transformations en profondeur qui se jouent dans le territoire et qu'en général on ne voit pas parce qu'elles sont masquées par l'attention que l'on porte au présent. Il y a là une expérience très singulière et à l'issue des ateliers, il est extrêmement courant, lorsqu'on fait un point avec les participants, que ceux-ci avouent que par l'atelier, ils ont abordé des questions qu'ils n'ont pas l'habitude d'aborder et qu'ils ont interrogé leur territoire avec une perspective, un regard inhabituel qui leur a permis, qui leur a révélé aussi certains aspects
de leur espace de cohabitation, de leur mode de vie, et qui finalement s'inscrivent beaucoup plus dans le temps long que dans le temps court. Il me semble donc que à travers les ateliers, il y a aussi la proposition d'entrer dans un rythme de réflexion collective qui est propre qui caractérise la prospective, même si ce n'est pas propre à la prospective, et qu'il y a là quelque chose d'intéressant à mesurer. Évidemment, si on commence à réfléchir à la manière de concevoir ces ateliers en pensant à ce rythme de réflexion, avec les temps de silence, avec ces temps d'expression, avec ces temps de discussion, avec ces temps de partage, avec ces temps d'apprentissage aussi, on est là dans quelque chose de tout à fait intéressant qui permet de penser, éventuellement de concevoir autrement l'atelier. Et je me réfère au texte de Michel Lussot que j'ai lu tout à l'heure, le fait de prendre le temps par rapport, de se donner le droit de prendre le temps, de rentrer dans un rythme de lent qui permet de considérer autrement la réalité qui est la nôtre, est un élément tout à fait déterminant de ce type d'approche. Après donc ces 3 premières prospectives, ce retour à l'esprit de la prospective de Gaston Berger, à ce qu'elle nous dit en termes de rythme, l'interrogation sur ce que signifie s'immerger dans un territoire, à nouveau en termes de rythme, et puis enfin ce rapide point sur ce que c'est qu'un atelier, ce moment de suspension et en même temps de réflexion très particulier qui nous oblige à adopter là aussi un rythme peut-être caractéristique de l'expérience prospective. 4e perspective, avec un changement d'échelle où je ne considère plus simplement un moment particulier de la prospective, mais plutôt la manière dont un exercice de prospective se joue dans le temps. Dit autrement, la méthode, au sens étymologique du terme, du chemin parcouru, qui est mise en œuvre à travers un exercice prospectif. Et pour vous rendre compte de cet aspect de l'expérience prospective, je vais afficher en fait le questionnement tel qu'il a pu être mené à Saint-Pierre-à-Miquelon avec les habitants. Il y a là, dans ce cheminement, alors ce questionnement, en fait, c'est tout simplement un questionnaire, une grille de questionnement que l'on peut appliquer soit dans des entretiens prospectifs, mais aussi, et plus souvent, de manière successive à travers des ateliers où la réflexion va d'abord porter sur le présent, puis ensuite s'interroger sur le passé du territoire pour enfin penser l'avenir de celui-ci. Alors évidemment, je ne fais là que mentionner les 3 grandes parties qui composent ce guide d'entretien. Il faut rentrer dans le questionnement pour mesurer le type de questions que l'on pose, qui invitent en tout cas à un mode d'analyse plus conforme à ce que on a vu jusqu'à présent dans le rythme prospective, mais en tout cas qui marque en général les différentes étapes d'une démarche de prospective, d'un exercice de prospective. Il y a finalement dans le rythme de cette méthode quelque chose qui ressemble à ce qui est affiché là, une attention particulière au présent, puis un approfondissement de ce présent en essayant de comprendre d'où il vient, quelles sont les évolutions, les événements, les projets qui nous ont amenés ici, comment ces transformations dans le temps long ont structuré l'imaginaire des habitants, quels sont les autres éléments qu'il faut prendre en compte et qui finalement en viennent à constituer une culture territoriale, puis évidemment, puisque on est dans la géographie, quels sont les lieux, quels sont les espaces qui comptent, qui ont joué un rôle dans ces transformations. Donc ce souci de s'intéresser à ce qui s'est passé durant ces 20 ou 30 dernières années par rapport au moment où l'on intervient, c'est souvent la première phase de la réflexion, la deuxième phase, après justement cette attention au présent. Alors on peut s'arrêter sur le questionnement du présent, avec ici un mode de questionnement prospectif à Saint-Pierre-et-Miquelon
qui change un petit peu du questionnement ordinaire, puisqu'il s'inspire en partie des interrogations proposées par Bruno Latour pour penser l'échec du projet moderne et l'Anthropocène. Cette situation présente, c'est que pensez-vous de cette situation? Êtes-vous capable de formuler un avis sur celle-ci? Êtes-vous capable d'expliquer, de décrire de quoi vous dépendez pour vivre? À quoi êtes-vous réellement attaché? Quels sont les problèmes auxquels les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon sont confrontés? À quelle échelle ces problèmes doivent-ils se penser? Qu'est-ce qui, dans cette description de la situation et des problèmes, vous paraît faire consensus ou au contraire provoquer des controverses entre les habitants? Et puis quels sont les projets, actions qui sont récents ou déjà programmés, qui vont jouer un rôle dans cette situation, dans le problème, dans les enjeux identifiés. Et puis enfin, c'est la troisième phase qui porte là plus spécifiquement sur le futur, même si on ne peut pas associer uniquement le rythme de la réflexion prospective à cette interrogation sur le futur. On rentre là dans une approche sur les grandes évolutions, ruptures qui risquent d'intervenir dans les années prochaines, quelles sont celles qui sont déterminantes pour le territoire, quel est le niveau de sensibilisation des populations à ces transformations. Est-ce que ces transformations sont compatibles avec un modèle de développement tel qu'il est mené aujourd'hui? Et la question centrale des exercices de prospective, comment formuler à travers cette réflexion les enjeux qui engagent véritablement l'avenir du territoire et de ses habitants, etc. Je ne lis pas jusqu'au bout, mais il y a dans ce questionnement qui peut durer de quelques semaines à plusieurs mois, voire pour les gros exercices de prospective avec beaucoup de moyens à plusieurs années, il y a là un rythme très particulier de réflexion qui me paraît important de noter et de souligner ici, avec un questionnement qui ne correspond pas aux questions ou aux modes d'attention à la réalité que l'on aurait en dehors du cadre de la prospective, en dehors de ces expériences. De ce point de vue-là, on peut aussi considérer qu'en prenant en compte ces questions, on caractérise le rythme même de l'expérience prospective. Pour conclure cette séance et finalement tenir la promesse à la fois de rester dans la durée impartie à ces cours, donc du rythme de ces cours, d'une heure, et en même temps tenir la promesse contenue dans le titre de cette séance, du rythme à la ligne, j'aimerais revenir sur cette question de méthode dont je viens de parler, en considérant que la méthode prospective est une manière d'appréhender le rythme propre à la prospective. J'aimerais mentionner cet extrait, à la fois étymologie et définition, que l'on trouve dans je ne suis pas allé très loin, dans le dictionnaire de Wikipédia, où il est précisé que la méthode, du latin methodus, emprunté au grec methodos, poursuite aux recherches d'une voie formée à partir après, au-delà, qui suit avec, suivre un chemin, une voie. Et puis les différentes définitions que l'on retrouve, manière de conduire sa pensée, disposition des matières et de pensée dans l'ordre le plus conforme à la raison, titre de certains livres élémentaires, et particulièrement ceux qui concernent l'étude des langues, mais pas que des langues, et puis usage, coutume, habitude, manière d'être. Ce qui m'intéresse dans ces définitions, c'est évidemment en lien avec le cadre posé au début de ce cours en utilisant les concepts de Gilles Deleuze, c'est le lien entre la méthode et la ligne. Suivre une méthode, en fait, c'est s'inscrire dans une ligne. Et de la même manière que l'on a vu, ou que j'ai tenté de vous montrer qu'il y avait un intérêt à considérer l'expérience prospective à travers son rythme propre, à partir du moment où on commence à considérer la méthode prospective elle-même, ce n'est plus tant de rythme qu'il s'agit que également de lignes que l'on suit, et la troisième séance sera plus particulièrement consacrée à cette notion de ligne et à la manière dont ce concept peut nous
apporter quelque chose pour comprendre l'expérience prospective ou du moins l'interpréter. Merci beaucoup de votre attention, à très bientôt.